Bonjour à toutes et à tous et je suis absolument ravie de vous accueillir ce matin et puis ravie d'accueillir surtout Jérôme Toscano, donc qui est leader data chez OnePoint et Mm. ex-chief data officer du groupe Pichet pour cette nouvelle masterclass. Alors ce rendez-vous, c'est une opportunité assez rare puisqu'on va bénéficier du retour d'expérience d'un ancien chief data officer opérationnel qui a donc conduit des projets data au cœur des organisations, mais qui ensuite a pris le temps de les mettre en perspective. Et ça, je trouve ça assez précieux. Avec ce recul, Jérôme, il a identifié un point clé, c'est que la valeur des projets data IA, elle repose sur un certain nombre de prérequis. Vous allez voir, c'est un mot qu'on va utiliser assez souvent, qui peuvent être des prérequis organisationnels, humains, méthodologiques, et qui vont conditionner leur capacité à s'inscrire dans la durée. Pour partager cette lecture, il a structuré ce qu'il appelle un data framework. C'est une grille qui est pragmatique et qui permet de relire une transformation data à travers ses fondamentaux. Et vous allez voir, il a mis tout ça dans un super site internet. Alors, peut-être que vous êtes déjà allé faire un tour, peut-être pas. En tout cas, cher ami Jérôme, n'hésite pas à mettre le lien dans le chat pour que tout le monde puisse aller y faire un petit tour en cours de route si l'on a envie ou après cette masterclass. Mhm. Et donc, ce que je vous propose pendant une heure, c'est de parcourir ce framework au travers de l'angle de la matrice d'adoption de datalogie, forcément la dimension humaine, et de ses quatre piliers, pédagogie, communication, change et influence. Tu es prêt, Jérôme? On est parti? Toujours prêt. Allez, go, go, go. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous dire ce qui t'a poussé à mettre en ligne ce site? Parce que c'était quand même un sacré boulot, hein. Ouais, bah merci déjà pour ton invitation. C'est super bien de pouvoir échanger, partager, témoigner, discuter autour des sujets qui me passionnent, notamment le sujet de la data et de manière générale sa mise en œuvre dans la vraie vie, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui je suis leader data chez OnePoint, précédemment chief data officer du groupe Pichet. Il y a maintenant un peu plus d'1 an que je suis parti de Pichet. Et en fait, avant d'être chez Pichet, j'ai aussi accompagné des sociétés d'USB 120 sur les sujets data, sur toutes les composantes des sujets data, que ce soit des sujets techniques, que ce soit des sujets organisationnels, que ce soit des sujets change, des sujets de gouvernance, des sujets d'IA aussi. Donc j'ai un petit peu l'ensemble du prisme, 360. ouais, on va dire ça, 360. Et puis en fait, ça fait un moment que je réfléchissais avec mes 15 ans d'expérience sur le sujet à me dire, tiens, mais en fait, il y a toujours un même pattern en fait. Alors, ce qui va changer, effectivement, c'est le contexte de l'organisation, mais concrètement, quand on veut mettre un projet data en place, on a toujours un même pattern qui va se présenter pour que le projet que tu mettes en place soit un succès. Et le principe de base, c'est de se dire, en fonction de l'organisation, il va falloir que tu t'adaptes. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, moi, à la base, je me suis dit, et encore une fois, c'est sur mon temps libre, et parce que c'est un sujet qui me passionne, je me suis dit, mais attends, en fait, il faudrait faire un livre dont vous êtes le héros. Parce que l'idée, c'est, tu veux mettre un truc en place, as-tu ce composant, si oui, tourne une page, sinon tourne 2 pages. Et à la fin, tu arrives à un problème que tu dois résoudre avec une solution. Donc ça, c'était l'idée de base que j'ai eue. Et ensuite, Et on la veut en vrai, celle-là. Il faut que tu la fasses un jour. ouais, Et- alors c'est Ah hyper ouais. compliqué à éditer, etc. Mais j'ai déjà tout le schéma, donc pourquoi pas. J'y travaille. J'y travaille. Mais sinon, ça c'est l'idée initiale. Et puis la petite idée de plus, après, c'est complètement égoïste. C'était qu'un jour, j'ai un livre, tu vois, dans une boutique, genre la Fnac ou je sais pas quoi, Cultura, pour faire de la pub. Après, ça peut être d'autres librairies, bien sûr, hein. Enfin, en gros, moi, mon délire, c'était de me dire, je vais avec mon fils dans un livre, dans une librairie, et je dis à mon fils, tu vois, ça c'est le livre de papa. Voilà, donc ça c'était mon rêve absolu. Donc j'ai pas encore réalisé ce rêve, donc ça viendra sûrement un jour. Mais pour le coup, j'avais beaucoup de matière et je me suis dit c'est dommage de pas la Partager. partager. Et donc là est née l'idée du framework en fait, où je me suis dit ben le framework c'est vraiment une trame. Et je vais mettre un maximum d'informations dans ce framework qui permet à tout un chacun, peu importe sa situation, d'aller chercher des éléments concrets, des éléments actionnables, des éléments qui lui permettent de résoudre soit un problème, soit d'enclencher une démarche, soit de corriger une démarche. Mhm. Enfin, en gros, de pouvoir aller vers quelque chose de vertueux. Parce que, alors je ne sais pas si la stat elle est encore vraie aujourd'hui, mais on dit souvent que 80% des projets data dans les boîtes, c'est des échecs. Et en Mhm. fait, c'est des échecs pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. Mais
moi, je considère qu'on n'a pas le droit à l'échec, en fait, quand on fait de la data. Alors tout le monde a le droit de se tromper, hein, mais si tu enfin, il y a une maxime que j'aime bien, c'est, Il y a des indispensables, un peu. ouais, il y a des bases et en fait, je me dis, quand tu es CDO dans une boîte, des fois, tu es propulsé CDO, enfin, embaucher un CDO directement, des fois, il est pas embauché dans la bonne entité de l'entreprise, ou bien, c'est quelqu'un qui va monter en compétence et qui va devenir CDO et il va avoir des responsabilités qu'il connaît pas, ou bien, enfin bref, donc il y a des contextes multiples et Mm. variés, et de plus en plus, c'est un rôle hyper important et le sujet de la data en lui-même est un sujet hyper important. Parce qu'il est, complètement multisectoriel. C'est pas un truc de geek spécialisé, enfin pour moi, Clair. un projet data, son succès dépend à 20 de la technique, pas Mm, plus. mm, mm. Allez 20-25, parce qu'il faut un socle technique, il faut de la technicité, il faut de l'ingénierie, il faut tout ça, mais en fait, c'est pas l'alpha et l'oméga du truc, quoi. Donc si on revient au framework, qui est ta question, le framework, il est là et il est là, en fait, pour amener des réponses à des questions très pragmatiques que les gens se Mm, posent mm. dans la vraie vie. Je sais pas moi, je vais dire des trucs très basiques, hein, tu vois? Je dois déployer une data platform, c'est quoi les prérequis dans mon appel d'offres que je dois mettre? Mm, mm. Qu'est-ce que ça doit C'est respecter en termes de checklist, sécurité? quoi. C'est Ouais, très checklist. alors des espèces de checklists et après, sur le framework, on regardera. Moi, en fait, j'ai très structuré le truc en me disant, OK, pour chacune des rubriques, tu vas avoir, en fait, des fiches pratiques à télécharger ou bien des use cases ou bien même des trucs, très basiques. C'est-à-dire que, par exemple, les services RH, quand tu es dans une entreprise qui est pas digital native ou qui a pas, qui a pas cette appétence technologique initialement, je sais pas moi, qui fait du béton ou qui fait autre chose, enfin rien à voir avec la technologie, elle a quand même besoin de data, elle a quand même besoin de mettre en place quelque chose pour piloter son activité de manière simple. Ben en fait, elle va avoir besoin d'avoir une démarche data logique, et cette démarche data logique, elle peut trouver le chemin pour la mener à travers le framework de manière très simple et très ouverte. C'est vrai Très que je l'ai bien. pas dit aussi, tout ce qui est sur le framework, c'est totalement gratuit, OK? Donc, il y a pas de Profitez-en, profitez-en. et moi, c'est un de mes principes aussi, c'est-à-dire que là, c'est du partage. C'est du retour d'expérience, c'est de la pratique vraiment concrète. Après chacun peut bien sûr, me faire des retours, enfin j'en ai déjà eu Oui, tu lances la quelques-uns. discussion. Ouais, je lance la discussion, c'est une base en fait qui est censée être, communautaire, voilà. Pour l'instant, on se l'est dit un petit peu en off tout à l'heure, moi c'est un sujet, je l'ai lancé. Franchement, j'étais hyper surpris parce que je l'ai lancé je crois que c'était en septembre-octobre. J'ai juste publié en fait un post sur LinkedIn pour dire: «Salut, j'ai mis en place le framework et cetera». J'ai eu 17 000 visites en 48 heures. Mm. Aujourd'hui, j'ai une moyenne de 300 visites semaine sans faire zéro action marketing, rien du tout en fait. Donc Ouais, ça il y veut a un dire vrai qu'il y a quand besoin. même un besoin, il y a une appétence des gens en fait à aller chercher de l'information de qualité, je l'espère. Oui. Et puis Et basé voilà. sur le terrain. Surtout, c'est ça qui est intéressant dans ton Ouais. approche, c'est que ça vient, c'est vraiment ton retour d'expérience. Tu disais tout à l'heure justement que ben, souvent c'était pas un sujet tech, tout ça, mais vraiment un sujet humain. Quand tu observes les projets data il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à la conviction que les difficultés, elles viennent justement rarement de la technologie elle-même, mais plutôt souvent des prérequis qui ont mal été posés en amont? Bah, en fait, dans beaucoup d'organisations, quand tu veux prendre en charge un sujet data, IA, plateforme, et cetera, hem, tu vas plutôt te focus sur enfin, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils se focusent beaucoup sur la technologie, les capacités ou bien les coûts, hein. Donc ça, c'est pour dédicace pour les Mm. CDO qui sont dans une DSI, bah, en fait, ils vont raisonner coût et pas valeur en général. Ben, le problème, c'est que tu prends pas le contexte dans lequel tout ça, ça doit s'inscrire. En gros, j'ai tendance à dire souvent que, si tu fabriques le meilleur produit du monde, mais que personne l'achète, ben, il vaut juste zéro. Mm. Donc c'est un principe de base, assez simple. Donc, les projets, ils peuvent avancer techniquement, mais ça ne crée pas forcément de valeur. Parce que l'environnement humain, organisationnel, opérationnel, il n'a pas été travaillé en amont, en fait. Donc concrètement, est-ce que j'ai bien compris les besoins? Où sont les pain points principaux? Quels sont les blocages? Parce qu'en fait, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit d'être surpris en général. C'est-à-dire que tu Mm. dois anticiper les problèmes, tu dois savoir
où vont être les points de blocage et trouver une solution pour pouvoir aller au-delà de ces points de blocage. Donc la technique n'a jamais résolu des points de blocage humains. Mm, Sinon ça se saurait, hein, je veux dire, toutes les entreprises auraient un truc qui marche d'enfer et on serait très content, mais on constate dans la vraie vie que c'est pas le cas. Donc pour moi, en fait, il y a un biais qui est hyper répandu, c'est penser que la techno, elle va produire de la valeur par elle-même mécaniquement. mm, C'est mm, pas forcément vrai, parce que pour moi, la technologie, c'est un moyen et c'est jamais une fin. Donc mm, la mm. technologie, elle va servir un objectif, mais en fait, elle n'est pas un objectif en elle-même, C'est hein, pas une donc finalité, c'est pas une non, finalité, ouais, c'est un moyen. Et tu me absolument pas. disais aussi en préparant cet échange que ça dépend beaucoup aussi du profil justement qui gère ce sujet. Ouais, faut être hyper, volontaire, faut aller vers les autres, il faut alors ça dépend des organisations. Encore une fois, je vais pas faire de généralité parce que quand on est dans une petite structure, une ETI ou un très grand groupe, c'est vraiment des Bien sûr. contextes complètement différents. Pour moi, néanmoins, le CDO, en fait, il doit être près on va dire des organes décisionnels de l'entreprise. Il doit surtout pas être au sein d'un service. Donc ça, c'est un de mes, comment dire? Leitmotiv. Ouais, leitmotiv c'est une de mes convictions en fait, qui fait que, un studio, il doit avoir une place haute, il doit être en capacité aussi, une très forte capacité, de savoir vulgariser des concepts complexes pour se mettre au niveau des opérationnels, pour comprendre leurs besoins et pour dire: «Grâce à ce que moi je suis en train de faire, ton besoin, je peux y répondre et voilà comment» et on accompagne et on travaille l'accompagnement et on change les trucs. Donc il doit être en gros un support qui va accompagner à créer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui valorise, plutôt que quelqu'un qui met des contraintes. Parce que c'est aussi un sujet, parfois il y a aussi sur les rôles de CDO comment dire? On va être des fois un petit peu trop, directif, tu vois? Ou moi-même, je l'ai été, hein, parfois dans la vraie vie. Parce que des fois tu pas le choix, mais c'est vraiment le dernier recours. Mm, mm. Donc si tu es directif tout le temps, c'est que tu as un problème, d'organisation. Ou bien c'est que, l'organisation ne perçoit pas le travail que tu fais au niveau où il devrait être perçu. Enfin, Oui, il faut pour que cette moi autonomie, cette prise du sujet, elle soit faite aussi par les métiers. C'est ça que tu veux dire? elle doit être faite par les métiers et puis il faut qu'on explique aux métiers, voilà, votre chief data officer va vous aider à faire ça, 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 l'entreprise, le chief data officer, lui, c'est le chef d'orchestre de quelque chose qui se met en mouvement parce que l'entreprise a Mm, décidé de le mettre en mouvement parce qu'elle a compris que c'est nécessaire à mettre en mouvement et donc lui, il accompagne cette mise en mouvement avec ses propres équipes et l'ensemble des parties prenantes de l'organisation qui sont pas contre lui, qui doivent être avec lui et lui doit être avec elle. Donc en gros, ça marche dans les 2 sens. mm, mm. Et il faut créer en fait ça cette mi c'est comment dire? J'allais prendre un parallèle avec la chimie, mais bon bref, on va rester simple, mais, en gros, il faut vraiment créer cette émulsion, si tu veux, entre les deux mondes, et voilà, donc c'est quelque chose de très important, voilà, sur Très l'aspect, bien. Eh bien, super. Maintenant, je te propose qu'on descende chacun des piliers de tes prérequis ouais, qui te semblent indispensables. Alors, je te propose de commencer par le premier qui est la stratégie. mmh. Avec une première question, selon toi, une stratégie data qui est bien formulée, elle devrait répondre à quelles questions très concrètes pour les métiers et quel rôle elle joue réellement dans la transformation de l'organisation? Vaste question. Alors, c'est vrai qu'en fait, dans le framework, quand j'ai essayé de découper les gens encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas obligé de prendre les choses dans l'ordre alphabétique, mais en général, par contre, la stratégie, c'est le premier truc qu'on fait, hein, parce que si on fait quelque chose sans stratégie, c'est le meilleur moyen de se planter, hein. Donc on va essayer plutôt de commencer par là. Et sur l'aspect stratégie, pour répondre à ta question, la stratégie, data d'une organisation, ça a pas vocation à décrire une architecture technique, ou une plateforme. Si je dois me répondre à des questions assez simples en fait, c'est-à-dire, à quoi sert le service data dans l'entreprise? Il doit créer quoi comme valeur et auprès de qui? Et en combien de temps? Hein? Parce qu'un problème qui existe depuis 25 ans, tu vas pas le résoudre en 2 semaines. Ça, c'est pas possible. Donc en fait, concrètement, il faut essayer de trouver, et ça prend énormément de temps, d'identifier les acteurs, les pivots, les process, enfin en gros tout ça, ça prend du temps et de trouver les problèmes, à résoudre,
et les meilleurs moyens de les résoudre. Bon, bref, donc en gros, déjà la stratégie, elle doit répondre à où sont les problèmes à résoudre. Ça doit poser. Si je me permets, je rebondis et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Ça paraît tellement de bon sens de se poser la question à quoi doit servir le service data dans l'entreprise. Mais vous vous rendez pas compte le nombre d'entreprises chez Datalogic, nous on accompagne, qui ont un pôle data depuis des années. Et quand on leur pose la question, c'est quoi, à quoi sert le service data dans l'entreprise? Il n'y a pas de phrase en fait en face qu'ils sont capables de formuler. Ils vont parler en mise en place technique, etc. Et il n'y a pas juste une phrase, une baseline qui de manière très claire explique la valeur apportée. Donc c'est vrai que c'est loin Hmm. d'être anecdotique, ça paraît plein de bon sens, mais souvent on ne prend pas le temps juste de se poser sur qu'est-ce qu'on répond à cette question. En général, en fait, c'est de faire de la data un actif structurant pour l'ensemble de l'organisation, la réponse. Ah bah Je vous la voilà, on donne en comme profite. ça, hein. Comme ça, vous l'avez. Donc, l'objectif d'un service data, c'est de faire en sorte que la data soit un actif structurant de l'ensemble de l'organisation. Je peux rajouter un truc? Oui. Créer le contexte pour permettre à la data d'être un actif. Comme ça, il y a ce côté, c'est pas à nous de faire, mais ça va être, Hmm. nous on crée le contexte et c'est vous, métier, qui allez faire. Ça te va? Ah ouais, on peut, hein. Après, encore une fois, c'est pour aider ceux qui n'ont pas forcément la réponse à la question. Mais en gros, il y a aussi un truc qui est difficile. Alors après, je fais un peu un parallèle avec mes amis RSSI, parfois, enfin, c'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir une problématique qui est que tu ne vas pas, euh, comment dire, on parle souvent de ROI, bon, je reviendrai sur cette notion après, mais que j'aime pas beaucoup. Mais en gros, le ROI, tu vois, en général, l'organisation va dire, OK, j'ai dépensé 1000, tu m'as fait gagner combien, quoi. Mais en fait, il y a un truc que tu ne mesurais pas avant qui te faisait perdre de l'argent parce que tu le voyais pas. La Mm. data le résout et donc te fait gagner de l'argent. Bon, en gros, c'est le principe de quelle est l'énergie la moins chère, celle que tu dépenses pas. Hein, donc, Mm. bah, vu que tu la calcules pas, tu vas pas avoir le même raisonnement. Donc ça, c'est le même principe que enfin, d'autres services dans une entreprise. Donc pour prouver ça, bon, on y Mm. reviendra parce que on se pose souvent la question de comment on mesure la valeur générée. Bah, ça peut être du temps, ça peut être gain dans des process, ça peut être tout un tas de trucs. Mais concrètement, il faut essayer de trouver des abacs qui parlent, mais liés aux problématiques que j'ai mentionnées avant. Et puis, en fait, la stratégie data aussi, elle va agir comme un miroir dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va pas révéler, elle révèle ce qui ne se communique pas, en fait. Elle va aller regarder ce qui bloque, elle va regarder ce qui est incohérent dans les process. Enfin, en gros, elle va lever tout un tas de loups, parce que ben, ça, c'est très classique et ça existe enfin, depuis très longtemps, je pense, depuis toujours. Tu auras des organisations en silo et même des fois, même au sein des services, les gens entre eux ne se parlent pas, hein. Mm. Mm. Donc l'idée, c'est de faire communiquer différentes entités de la manière la plus efficace possible. Donc la stratégie, elle va poser une colonne vertébrale cohérente, mais pas un plan technique. Hein, elle Ça, va vraiment, j'adore. Colonne vertébrale cohérente. C'est ouais, intéressant comme, ouais, comme c'est façon de le vraiment ça en verbaliser. fait. C'est pour ça que je parle moi d'actif stratégique. Enfin, c'est vraiment une cohérence que ça doit créer. La data va créer de la cohérence et accompagner les métiers, les entités et les domaines à trouver de la cohérence dans leur activité aussi. Parce qu'en fait, ils ont chacun une pièce du puzzle et toi, en tant que CDO, tu es au-dessus et tu as toutes les pièces du puzzle que tu peux assembler et donc en fait, ben, ça peut créer des choses nouvelles qui n'existaient pas jusqu'alors et ça, c'est vachement intéressant. Donc, Une cohérence parce que c'est une approche très très transversale en fait. La data, il faut oui, surtout qu'elle sorte forcément. du pôle data, c'est ça? Ben, oui, oui, c'est obligatoire en fait, tu peux pas rester, enfin, encore une fois, technico-centré ou bien, il faut aller, dans la vraie vie, voir c'est quoi les problèmes des gens. Enfin, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est, concrètement, tu vas traiter d'une problématique d'un domaine métier parce que tu dois lui créer un jeu de données. Ben, moi, je vais me mettre pendant, 3-4 jours derrière une opérationnelle du métier pour voir c'est quoi ses problèmes tous les jours. Ah ben, un problème de saisie dans le CRM, ah cette case elle marche pas, du coup je fais ça. Alors du coup je l'écris dans le fichier Excel parce que je peux pas l'écrire là. En fait, des fois, tu te rends Un vie compte. ma vie très Ouais, et tu te rends compte en fait concret. que les gens, en fait, des fois, ils ont juste des problèmes qui sont basico-basiques, mais qui entraînent par effet de multiplication de petits problèmes, des gros problèmes à la fin, et tu vas avoir une dispersion de la connaissance, ou bien une altération de l'information, ou bien tout un tas de sujets,
Donc concrètement, en fait, comment tu vas voir le vrai problème des gens? Bah, tu te mets à côté d'eux, tu dis: «C'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes problèmes? C'est quoi les 5 chiffres que tu regardes le matin quand tu arrives au bureau?» C'est intéressant ce que tu dis aussi parce que souvent on pense que faire parler les métiers, ça peut suffire. Mais moi j'ai aussi plusieurs CDO qui m'ont raconté comme ça, comme toi, qui faisaient vraiment ce côté vie ma vie et qui se mettaient à côté de la personne en train de faire. Parce qu'elle disait en fait, on se rend plus compte des irritants qu'on peut avoir au quotidien quand on est métier, donc on a des biais. Donc si on est juste dans le questionnement de c'est quoi ton irritant, c'est quoi là où tu perds du temps, en fait, ça met pas forcément toujours le doigt à l'endroit le plus pertinent. Je trouve ça intéressant, comme tu dis, d'être vraiment dans le concret, dans le quotidien de la personne pour pouvoir identifier avec le moins de biais possible Mmh. le problème à résoudre. Super intéressant. Ouais, ouais, Bon, ben, bah voilà, oui. pour moi, c'est un basique, en fait. Parce que, tu en fait, à partir du moment où tu vas aussi, on va en parler après, mais c'est du lien humain. Mm, C'est-à-dire que, tu pas là, en haut d'une tour d'ivoire en disant, du jour au lendemain à un service: «Tiens, voilà, ça c'est ton jeu de données, débrouille-toi avec», tu vois? Donc, tu vas déjà comprendre d'où vient le problème, tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu vas comprendre tout un tas de choses en étant au plus près. Ça va beaucoup plus vite. Pour moi, en tout cas, c'est plus valorisant et c'est pas d'opposition, que, de lire, 250 documents, de process écrits, mm, mm. sur des PowerPoint, quoi. Donc, la vraie vie, c'est quand même un truc hyper important. Très Voilà. bien. Ça, c'était le pilier stratégie. Vous avez envie d'en savoir plus? Jetez un petit coup d'œil au site internet de Jérôme. On va passer au deuxième pilier de notre framework qui est plateforme data. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui disposent de ces fameuses plateformes data performantes. Selon toi, c'est quoi les signaux qui montrent qu'une plateforme, elle est réellement pensée pour les usages et surtout qu'elle inspire la confiance pour les utilisateurs? Ben, écoute, déjà, je vais commencer par dire qu'à peu près toutes les plateformes se valent techniquement aujourd'hui. On a un niveau de maturité, quand on parle de data C'est pas platform, mal. hein, Ouais. qui est quand même assez élevé. Il y a beaucoup de solutions qui existent, qui sont adaptables à plein de contextes. Donc en gros, il existe forcément une data platform pour le vôtre. Ça, je pense qu'on est à peu près OK là-dessus. Donc la vraie question, c'est pas forcément la performance de l'outil ou sa stabilité, mais plutôt l'usage qui va en être fait. Mm, mm. Donc de mon point de vue, une plateforme qui est crédible, elle va rester pilotée par l'équipe data. Cette équipe data va garantir l'intégrité et la cohérence des données qui cheminent à travers cette plateforme et Mhm. qui son rôle, en fait, c'est vraiment d'amener la donnée du point A au point B de la manière la plus intelligente possible pour le moins cher possible. Et à partir de là, en fait, ben, elle va structurer, des produits data, qui vont avoir alors après il y a différentes manières de les distribuer, hein, soit, on expose des tables, soit on met à disposition un jeu de données, prêt à l'emploi, dans une logique, data mesh et cetera que vous connaissez sûrement. Et enfin voilà, donc en gros, l'équipe data, elle a la main sur la plateforme, c'est vraiment elle qui travaille dessus, c'est l'outil de l'équipe data, quoi, c'est la plateforme, hein. Hem mais surtout, en fait, la vraie question, c'est de se dire, à la fin des fins, comment est-ce que tout ce qui est produit par cette plateforme est utilisé par les utilisateurs? Parce que, je le répète ce que j'ai dit au début, si tu vas créer une plateforme, tu mets en place une plateforme, tu crées une super voiture, qui va à 250 km/h, bon déjà c'est limité à 130, donc pas de chance, mais bon. Admettons, mais en fait, la personne te dit: «Oui, mais moi je roule sur du sable». Tu as mis des pneus pour rouler sur de l'autoroute, donc en fait ça va pas aller. Mm. Donc en gros, ta plateforme, elle sert à quoi? Ça sert à rien d'avoir des trucs hyper dimensionnés pour faire du rien du tout. Des gens qui veulent beaucoup de temps réel alors que la base, la source, elle se rafraîchit une fois par jour. Donc, enfin bref, il y a des trucs comme ça qui sont parfois un peu incohérents, donc il faut ramener aussi les choses sur un niveau pragmatique. Et l'objectif, c'est ce que tu produis à la fin, est-ce que ça répond bien aux besoins de la personne qui en a besoin? Et concrètement, là, on va commencer à se poser des problématiques de gouvernance parce que, la manière dont les gens vont accéder à l'information, ben, c'est, concrètement, les jeux de données qui vont soit se créer, soit auxquels ils vont accéder, les informations que ça va contenir, pour qu'ils s'en servent, ils doivent leur faire confiance, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit de qualité et cetera. Donc tout ça, ça tombe pas du ciel, c'est pas un technicien qui rend la donnée fiable. Mm. Ah ça, c'est hyper important aussi à comprendre. C'est plutôt l'ensemble d'un process de constitution d'un asset qui va faire que la donnée va être consommée parce que les gens au bout de la chaîne vont avoir confiance. Enfin moi je donne souvent, cette image-là
un peu bête, mais quand tu vas chez le pharmacien et que tu demandes du Doliprane, tu te demandes pas est-ce que le Doliprane il vient de Chine, d'Inde, est-ce qu'il est fabriqué en France? Enfin, tu vas chez le pharmacien, tu prends du Doliprane et que tu prends ton Doliprane, tu as moins mal à la tête. Tu t'es jamais posé la question de où est-ce que vient le Doliprane. Ben, en fait, tu dois arriver à cet objectif avec les assets data à te dire, ok, j'ai mon asset data, je le prends, je le consomme, je sais ce que ça doit faire et je lui fais confiance. Donc quand tu Mhm. arrives à ce niveau-là, on peut considérer que comment dire, que ton socle technique fait ce qu'il doit faire et que ton projet, il est sur la bonne voie, en fait, pour ensuite aller vers l'adoption. Donc ça, Très c'est bien. hyper intéressant. Ouais, ouais, clair. Un bon basique. Troisième pilier, celui de l'IA. J'ai une question pour toi à ce sujet-là. Quels sont selon toi les prérequis humains et organisationnels qui sont indispensables pour réussir à passer, alors là je suis sûre que vous allez être beaucoup à vous retrouver là-dedans, de projets IA exploratoires, de 1000 POC à droite à gauche, à une transformation réelle des process? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis selon toi? Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux parce que en fait l'IA, elle fait pas que optimiser les process. Donc, on va aller, hein, sur des sujets un peu plus larges, mais je vais répondre quand même à ta question. Donc, pour moi, le point de départ, c'est pas l'IA, mais si on se concentre sur les process, c'est les process existants. Donc, c'est déjà comprendre comment ils fonctionnent, où est-ce qu'ils marchent pas, où est-ce qu'ils marchent, où est-ce qu'ils peuvent aller plus vite, et déjà essayer de trouver une solution sans IA. Mm, Ça paraît un peu paradoxal ce que je dis, mais si déjà tu arrives à optimiser un truc sans IA, hem, ce sera quelque chose de très intéressant. Bon, ensuite, vouloir mettre de l'IA à toutes les sauces et partout, bon ça tout le monde s'en doute, mais c'est archi contre-productif. Parce mm, qu'en fait, on maîtrise pas ce qu'on fait, on maîtrise pas bien, et ça c'est un problème, donc pour moi, en fait, beaucoup de besoins qui sont exprimés comme de l'IA sont des sujets de data qui sont parfois mal qualifiés. Je fais parfois des ateliers, tu sais, avec des gens. Alors bien sûr, quand on parle d'IA, hein, moi je suis de la vieille école, je fais de l'IA, du machine learning, et cetera. Mais aujourd'hui, on parle d'IA générative. bien sûr, Donc et souvent un concrètement, mix entre les deux. Mm, ouais, et puis en fait, si tu veux, dans l'IA générative, en fait, les gens prennent ça beaucoup pour de la magie. Donc ça, maintenant, c'est un petit peu, les gens, un petit peu le truc est un petit peu retombé quand même. Mais très concrètement, en fait, quand tu fais une espèce de présentation de c'est quoi l'IA générative, c'est quoi ses forces, ses limites, ses faiblesses, etc. Enfin, jusqu'où ça va. À la fin des fins, tu dis aux gens, ok, maintenant que vous avez compris c'est quoi, concrètement, ce que c'est capable de faire, concrètement, écrivez-moi 3 exemples de trucs que vous voudriez faire avec de l'IA générative qui amélioreraient votre quotidien professionnel. Écrivez sur un post-it 3 idées. Les gens, ils écrivent 3 idées, et dans 90% des cas, je te mens pas, dans 90% des cas, c'est des sujets de data. dingue. Typiquement, je donne un exemple qui est tout bête, mais «Ah, je veux avoir une segmentation intelligente de mes clients». Bah, tu pas besoin de l'IA pour ça, en fait. Ça veut dire, qu'une segmentation intelligente, ça vient des prérequis. C'est quoi un bon client? Pourquoi tu le segmentes comme ça? Mm, Enfin, en gros, il y a des méthodologies de segmentation qui existent depuis des décennies. Pourquoi tu la poses pas? C'est pas l'IA qui va faire ça à ta place. Donc en gros, déjà, fais le chemin que toi tu dois faire en tant qu'être humain quelque part pour amener de l'intelligence, et ensuite pour accélérer des choses, tu peux utiliser l'IA. Je dis pas que ça sert à rien, attention, hein. Je dis que c'est pas la première réponse à un problème. Bon, et ensuite, pour moi, dans l'IA générative, il y a 4 niveaux aujourd'hui qu'on voit dans les entreprises, hein, donc vous vous situerez où vous voulez, mais concrètement, il y a le premier niveau qui est: «Je veux mettre en place un chat GPT-like dans ma boîte». Donc ça, OK, avec, en gros, des assistants, et cetera. Bon, ça, classique. Bon, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, ce que je vais appeler moi l'interopérabilité. Donc en gros, je vais mettre des modèles d'IA qui vont agir avec des composants de mon SI ou de mon entreprise. mm, mm. OK? Le troisième niveau, c'est les agents. Donc les agents agissent, hein, la différence avec les assistants, je fais une petite, précision. Donc les agents, eux, ils vont agir, ils vont avoir une capacité, semi-décisionnelle pour moi, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un humain qui va arbitrer, qui va dire: «Ça tu le fais, ça tu le fais pas», ou bien qui va mettre des limites à l'agent pour qu'il fasse des choses dans un contexte particulier, mais qu'il aille pas plus loin, que ce qu'on lui demande de faire, en fait, hein, concrètement. Et puis après, tu as les niveaux, supérieurs, donc ce que moi j'appelle le niveau 4, qui est, je veux couvrir les 3 trucs que je viens de dire avant, mais avec mes propres modèles. Donc je vais entraîner mes propres modèles sur mes propres informations pour interroger mes propres modèles,
Donc imaginez que au lieu d'avoir un Mistral, un DeepSeek, enfin, pardon, un GPT 5 point je sais pas quoi, vous avez votre modèle d'entreprise entraîné sur vos propres informations d'entreprise que vous avez entraîné en interne dans votre entreprise et qui permet de répondre à des questions sur votre entreprise. Mm, Donc mm, là se mm. pose la question de comment je maintiens ce modèle à jour. Parce que les modèles d'IA en eux-mêmes, c'est des modèles qui sont finis, il ne faut jamais l'oublier, hein. Quand vous avez un modèle, ils ont une date à laquelle ils ont été entraînés, à laquelle ils sont publiés. Et à partir de cette date, ben, en fait, ils sont entraînés sur le savoir antécédent à Mm, cette mm. date, mais tout le savoir qui est après, ils l'ont pas. Donc si vous posez c'est un truc classique, hein, c'est-à-dire si vous posez la question à un modèle, c'est quoi le score, c'est quoi le résultat de la finale de l'Open d'Australie Ouais, hier, ben, il ne saura il pas aura pas. répondre. Donc il va falloir mettre le modèle dans un contexte, ce pourquoi on a interopérabilité, agent, etc. Aujourd'hui, on va câbler les modèles à des solutions qui vont permettre d'enrichir leur champ de connaissances et d'action. Et ta Donc, conviction, c'est qu'on commence par quel type de cas d'usage avec l'IA? Les stratégiques ou les pas stratégiques? Parce que souvent, il y a plusieurs écoles là-dessus. ouais, pour moi, en fait, il vaut mieux déjà essuyer les plâtres sur des process non stratégiques. Parce que si tu fais un truc trop vite sur un truc qui est trop sensible et que ça marche pas et que ça crée de la frustration, ben tout le reste va être freiné et ça marchera pas. Donc il faut faire les choses étape par étape. Mais par contre, il y a des enjeux qui vont, pour moi, remonter très vite. C'est ce que je vois qui arrive de plus en plus. C'est un sujet, c'est vraiment les sujets de gouvernance de l'IA. Parce que c'est aussi un truc que ça, je mets un peu en garde là-dessus. C'est-à-dire que je vois dans beaucoup de boîtes, tu vas avoir des tous les éditeurs ont leur brique IA, sinon leur logiciel est plus bankable. Donc il faut absolument qu'ils Mm. mettent de l'IA partout. Sauf que des fois, ils le font un petit peu en courant derrière la technologie. Et en fait, concrètement, la petite brique IA qu'on a rajoutée dans votre outil marketing, bah, vous savez pas trop, elle communique avec quoi, qu'est-ce que c'est le modèle derrière, comment est-ce qu'on définit sa véracité, etc., etc., etc. Donc en gros, mettre en place une gouvernance de l'IA, ça va déjà viser à réduire ce qu'on appelle le shadow AI, donc en gros le limite du shadow IT, hein, c'est-à-dire que tous les trucs d'IA qui existent dans ta boîte, il faut absolument que tu les identifies, savoir où ils tournent et sur quoi ils tournent et qu'est-ce qu'ils font. Donc ça, c'est déjà un gros travail. Ensuite, il faut, et pour moi, alors soit c'est une des responsabilités soit de la DSI ou de la direction de la transfo, d'innovation, ou bien de la data, peu importe l'organisation, mais il faut qu'il y ait une entité qui prenne en charge en fait ce sujet, et qui soit centrale dans l'organisation pour dire si vous avez un sujet d'IA, d'abord, vous venez me voir. Je D'accord. vois si c'est possible de répondre à votre cas d'usage. Sinon, la solution que propose votre éditeur, je peux l'étudier avec les prérequis que nous, on fixe en termes de sécurité, de conformité, etc. Ça, c'est hyper important. euh, Parce que c'est des problèmes qu'on va avoir demain, enfin qu'on a déjà aujourd'hui, en fait, en vrai, Mm. sans forcément s'en rendre compte. Donc, c'est hyper important, Très bien. la gouvernance de l'IA. Ouais, eh ben oui, sacré sujet, la gouvernance. Allez, on passe au prochain pilier. C'était la data vise. Et une Ouais. petite question pour toi. À quel moment est-ce qu'une data vise, elle devient, selon toi, un véritable levier d'adoption et de passage à l'action? Alors en fait, pour moi, c'est un moyen de distribution, la DataVis. Mhm. Donc, moi j'en ai fait un pilier du framework parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important avec l'adage que tout le monde connaît, une image vaut mille mots, etc. Bon. Mhm. Néanmoins, ça peut être des fois aussi contre-productif. Donc pour moi, une bonne DataVis, c'est et qui gagne en adoption et qui facilite l'adoption, c'est une DataVis. En gros, je suis opérationnel, je regarde le dashboard ou le rapport que tu as produit en DataVis et je comprends quelque chose immédiatement. J'ai Mhm. besoin de faire zéro manipulation. Donc déjà, c'est le premier truc, c'est que j'ai une information qui m'est utile tout de suite et qui me donne envie potentiellement d'aller manipuler, parce que c'est l'intérêt de la DataVis, c'est l'interactivité, le fait de pouvoir descendre dans l'information, et qui me donne envie d'aller manipuler, d'aller chercher, d'aller voilà. Donc en gros, c'est quelque chose qui, un, donne une réponse immédiate, deux, permet d'aller chercher quelque chose de plus profond, différent, avec un contexte, un autre angle, enfin bref, qui permet d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Donc une vraie data vise, en fait, elle doit avoir, et c'est des choses qui sont souvent sous-estimées, hein, une vraie notion de storytelling. En gros, ça veut dire que quand je fais un report, je dois me dire, la personne qui voit ce report concrètement, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'elle veut comprendre, pourquoi elle veut le Mhm. comprendre, comment elle veut le comprendre, quel est son niveau,
de d'usage en fait d'un outil tel que celui de la DataVis. C'est hyper important. Il faut savoir hiérarchiser l'information au bon niveau, dans le bon ordre. Il faut savoir la présenter correctement, il faut savoir avoir des notions un peu, tu vois, du X, etc. Bon, ça, c'est hyper important. Mais c'est, j'allais dire vieux comme la DataVis, moi j'ai vu beaucoup, enfin, je pense qu'on est un peu pas mal dans ce cas-là. Quand une boîte va faire de la DataVis et qu'elle vient en général d'un modèle tabulaire, hein, ce que j'appelle Excel, en gros, ce qu'elle va faire, c'est que elle va en général faire de la DataVis et elle va mettre un max de détails sur le dashboard. En gros, tu vas te retrouver avec des tartines de tableaux Mhm. indigestes. Donc en gros, c'est contre-productif. C'est-à-dire que autant utiliser Excel parce que là, Tellement exhaustif qu'on se perd dedans, quoi. voilà. Sauf que la data vise, normalement, tu dois présenter tes 5 chiffres majeurs et ensuite, quand tu cliques sur le chiffre, tu vas sur qu'est-ce qui permet de constituer dans la page en dessous. Et puis là, tu as un détail, etc. Enfin, en gros, ça se travaille. Bref. Ouais, il y Donc a ça, une on vraie connaît. UX de l'utilisateur final à penser quand Ouais. on travaille sur le dashboard. Ouais, absolument. Et donc, c'est pas juste penser que ben, j'ai mis Power BI à la place d'Excel, du coup, je suis data driven. Alors non, ça marche pas comme ça. Et, Malheureusement. et dis-moi, tout à l'heure, on en parlait juste avant de démarrer cette Hmm. masterclass. On se demandait ça va être quoi le sujet 2026? Et moi, je te disais, moi, tous les gens avec lesquels je parle, ils me parlent de Talk to your data. Alors, Ouais. data viz, Talk to your data, hein? Qu'est-ce que tu en Ben penses? Ce ça, sera le sujet 2026? c'est un sujet. Après, je sais pas si ce sera celui de 2026, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Parce qu'en fait, si tu réfléchis 2 secondes, c'est un peu le Graal, hein, le truc, hein. C'est-à-dire que concrètement, on se dit, euh, ben moi, qu'est-ce qu'attendent 95% des utilisateurs de DataVis, en fait? Ben, en fait, ils cherchent une réponse à une question. Mm. Donc, ben, c'est assez simple à comprendre dans ce cas-là. Ils posent une question de manière textuelle à un jeu de données et ils ont leur réponse. Ça leur évite de faire X manipulations, de créer N dashboard, de créer, enfin, en gros, tout le process de création de la BI traditionnelle jusqu'à la data vise, en fait, tu l'oublies avec le chat to data. C'est-à-dire que concrètement, tu poses ta question à un jeu de données et bam, tu as ta réponse. Donc ça paraît magique, hein. Mais il y a beaucoup de prérequis. Mais, Il y a beaucoup de prérequis parce que je vais en donner que quelques-uns. Déjà, le premier, c'est d'avoir un modèle sémantique qui soit archi clair et documenté. Donc, un modèle sémantique, c'est quoi? C'est les définitions, le modèle. on en revient toujours hein, à ces définitions. Ouais, bien sûr. Donc, la terminologie des mots, qui pose la question, dans quel contexte, etc. Donc, ça, c'est le premier niveau. Ensuite, sur l'aspect Talk Your Data aussi, tu vas avoir un élément qu'il faut prendre en considération, c'est l'IA en elle-même. C'est-à-dire que moi, je rappelle toujours hein, qu'un modèle d'IA génératif, ok, il a 64% de véracité par défaut. Donc quand tu fais de l'analytique, autant te dire que c'est pas assez. Hein. Bah, tu m'étonnes. Si je le dis autrement, dans 4 cas sur 10, il vous donne une mauvaise réponse. Mm. Donc là, en fait, il va falloir plutôt aller vraiment travailler sur enfin, la couche sémantique, mais aussi l'aspect contexte dans lequel vous allez utiliser le modèle, l'architecture technique dans laquelle ça s'inscrit, enfin qu'il aille chercher l'information dans la bonne colonne. S'il ne trouve pas dans la bonne réponse, comment est-ce que vous le faites pour le détecter? Une fois que vous l'avez détecté, vous mettez quoi en place comme mesure corrective pour qu'il puisse, pour la prochaine fois qu'on pose exactement la même question, avoir la bonne réponse, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que moi, Mm. j'avais réalisé en, en 2024 déjà. Mm, mm. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça un peu sur étagère, mais encore une fois, il n'y a rien de magique parce qu'il y a un gros travail préalable au niveau du modèle sémantique en lui-même pour pouvoir avoir quelque chose qui soit efficace. Bon, c'est toujours le même principe. Plus ta donnée est propre en entrée, plus elle sera propre en sortie. C'est C'est toujours mieux. classique. Ouais, c'est clair. Encore une masterclass qu'on va avoir envie de pousser à son codir, à son comex, pour essayer de cramer un petit peu toutes ces idées, souvent que c'est de la magie, hein. C'est intéressant ce que tu dis. Bah après, Euh, tout le monde sait que c'est pas de la magie, tu vois, mais concrètement, moi je dis toujours, faut se méfier euh, comment dire, quand c'est trop beau, quoi. ouais, faut se méfier des gens qui vendent des solutions technologiques qui résolvent des problèmes que t'as pas réussi à résoudre depuis des années et qui disent, ah ben, je vais résoudre ça en 2 mois, c'est pas possible, quoi. Parce que
On peut faire le parallèle avec le mythique RCU, hein, qui pour moi n'a pas forcément de sens. Donc, référentiel client unique, hein, pour ceux qui n'ont pas compris le truc. Donc le RCU, pour moi, ça veut rien dire. C'est déjà un référentiel de tiers. Le tiers en lui-même, c'est une notion, concrètement, qui est agnostique. Parce que déjà, quand tu dis client, il y a un biais. Parce que c'est-à-dire Mhm. que tu comptes pas les prospects, tu comptes pas les fournisseurs, enfin, en gros, le tiers en lui-même, ben, il peut être de catégories, client, prospect, fournisseur, nanana. Bon, bref. Donc, le référentiel, c'est pareil. Dans la logique, il y a beaucoup d'entreprises qui disent: «Ah, mais on peut te mettre en place un truc qui va créer un référentiel client unique, tu vas voir, c'est génial». Donc, spoiler, votre base CRM n'est pas un référentiel client unique, jamais, OK. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire de l'esprit des décideurs, parce que on peut y arriver à mettre en place des référentiels tiers et tout, ça se fait très bien, d'accord, au niveau d'une organisation, mais c'est quelque chose qui prend du temps, ça Mm. se structure. Voilà, et c'est Ouais. pas l'IA qui le fait tout seul non plus, voilà. Et, tout à fait. Il va falloir mettre des gens autour de la table. Nouveau pilier et dernier pilier, la fameuse data gouvernance. Bah, ouais. Pourquoi, selon toi, est-ce que cette fameuse gouvernance, elle est encore si souvent perçue comme un frein? Alors que, et je pense qu'on est absolument tous d'accord autour de la table pour le dire, c'est un vrai prérequis fondamental pour la durabilité des projets data et IA. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bah, en fait, déjà, la base, c'est que c'est pas un sujet technologique, quoi. Mm. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est vraiment le sujet alors qui casse un peu les pieds à tout le monde. Déjà, on va essayer de définir rapidement ce que c'est la gouvernance de la donnée. Enfin, moi, j'ai tendance à le définir avec une phrase qui est assez simple, c'est, tu sais d'où vient l'information, qu'est-ce qu'elle veut dire, et tu sais qui la consomme, quand et pourquoi. Donc quand tu sais ces 2 choses, ça veut dire que de bout en bout, tu sais par où est passée l'information, qui l'a modifiée, Mhm. son niveau de qualité, qui s'en sert, à quoi elle sert, et surtout d'où elle vient et qui l'a produit. Donc en gros, toute cette chaîne, si on fait un parallèle avec la donnée en elle-même, parce que la donnée, c'est une matière, vivante, elle bouge, elle naît, elle meurt, enfin, ça aussi je le dis, juste au passage, vous pouvez pas garder des données 30 ans, il faut les supprimer à un moment. Donc, elle a une date de péremption, la donnée, normalement, hein, donc, il faut aussi pouvoir, la faire vivre. Bref, elle a un cycle de vie. Et la gouvernance, en fait, ça va se baser sur ce cycle de vie de la donnée, concrètement dans l'organisation, mais ça va aussi être un sujet d'organisation intrinsèque. C'est-à-dire que, on commence à se poser des questions quand on met en place une gouvernance de la donnée sur quels sont les domaines de l'organisation, c'est-à-dire quelle activité marche avec quelle activité, qui est dans le même périmètre, enfin voilà, si je prends un exemple, le truc le plus classique, c'est tu as un domaine finance. Est-ce que la granularité du domaine finance suffit, ou est-ce qu'il faut que tu fasses un domaine finance avec des sous-domaines qui Mm. sont le contrôle de gestion, la trésorerie et la comptabilité? Parce que la comptabilité et le contrôle de gestion il y a des choses qu'ils doivent pas voir, d'autres qu'ils doivent voir ensemble. Enfin, en gros, bref, la définition des domaines est un travail en soi. Et ça te donne une cartographie de l'organisation, et pour moi, en fait, dans chacun des domaines, ben, tu vas commencer à mettre en place des rôles. Donc tu fais une cartographie de ton organisation. Dans chacun des domaines, tu as des rôles, et chacun des rôles, a des responsabilités qui sont similaires, mais dans leur périmètre de domaine. Donc ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas technique. Ah, on est d'accord. Voilà, donc c'est juste, orga, responsabilité, politique interne. Voilà, ensuite, la gouvernance, ça va aussi lever les flous en général. C'est-à-dire que, l'organisation elle dit: «Ouais, alors ce service, il est un petit peu entre la vente et puis le marketing, et puis en fait, bah, il est en vente ou il est marketing?» Parce Mm. que, moi je dois le mettre dans un des 2 domaines, tu vois? Donc concrètement, est-ce qu'il y a un troisième domaine? Est-ce que c'est le domaine 1? Est-ce que c'est le domaine 2? Ou est-ce qu'on crée un troisième domaine? Donc ça clarifie aussi le fonctionnement. Ça peut être des choses qui se trouvent dans 2 domaines, hein, donc dans ce cas-là, ben, on va Oui, il plutôt n'y a pas de bonne contacter. réponse, mais il y a une Non. réponse à poser, quoi. Mm. Il y a vraiment ça s'identifie dans l'organisation, dans son fonctionnement. C'est aussi, comme je l'ai dit, comme la donnée, la gouvernance, c'est une matière vivante. C'est à partir du moment où tu commences à mettre en place une gouvernance de la donnée dans une boîte, en fait, elle a un début, mais elle a jamais de fin. C'est-à-dire que c'est quelque Ouais. chose qui se per qui se qui alors comment dire? À démarrer, c'est un sujet, hein, il y a des méthodes pour démarrer une gouvernance, des stratégies à adopter, et cetera. Mais concrètement, une fois que la gouvernance, elle est mise en œuvre, qu'elle est,
comment dirais-je, démarrer, elle ne s'arrête pas. Oui, c'est Elle, pas elle un doit projet continuer. ponctuel et c'est pas un Non, livrable, hein. c'est un programme. C'est un Un programme. projet, c'est un début et une fin en général. La gouvernance n'a jamais de fin. Voilà, Très donc, bien. pour moi, c'est pas forcément le truc le plus sexy, c'est pas forcément le truc le plus sympa à faire, mais par contre, c'est indispensable. Parce que sans gouvernance, ben, tu vas au carton, assuré, hein. C'est-à-dire que tes données, vont être distribuées soit à la mauvaise personne, soit, elles n'auront pas la signification qu'elles veulent dire. Je reprends l'amalgame, pas l'amalgame, pardon, l'image de Doliprane. Ben, si quelqu'un vient et il te pose tout le temps des questions avant de prendre son Doliprane, c'est qu'il y a un problème de confiance. Mm. Donc la confiance, ça se décrète pas, ça se construit, hein. Donc c'est pour ça que la gouvernance, c'est un process qui prend du temps, hein. Ouais. Et c'est souvent sous-estimé. Ouais, et c'est pour ça que ça demande beaucoup Alors, tu dis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas sexy, mais du fait, il faut l'animer, du fait, il faut l'incarner. Enfin, il y a une implication personnelle et humaine qui est d'autant plus importante à avoir pour réussir à la faire vivre. Absolument. Très bien, alors ça c'était notre dernier pilier. On arrive tout doucement vers la fin. Dis-moi, avec le recul que tu as aujourd'hui, comme tu as été CDO, comme tu nous le partageais, si tu devais résumer ce qui fait vraiment la différence entre un projet data et IA qui s'installe dans l'organisation et un projet qui reste fragile, ce serait quoi pour toi, en synthèse? Déjà, pour moi, la différence, va pas jouer sur la qualité de la technologie. On est d'accord? C'est le premier truc. Ça va surtout jouer sur le fait que l'organisation, elle est en capacité d'être lucide sur elle-même et de se regarder en face sur ses propres problèmes et de les admettre, parce que des fois, c'est aussi un problème qu'on a, c'est-à-dire que les Ouais, t'as gens, ils raison. veulent ils veulent pas traiter les problèmes Elle veut que pas tout le monde voit. l'entendre. Ouais. Mm. Ouais, pas longtemps, enfin, il y a un peu une notion d'omission et c'est un peu dommage. Donc il faut juste se dire: «OK, ça c'est la réalité, très bien, maintenant on avance comme ça» et bon. Hem, il faut accepter que la data, l'IA, ça va révéler des zones de flou, des incohérences de process, des responsabilités qui sont pas forcément bien définies. Mais pour moi, les projets qui vont tenir, c'est ceux où on accepte de traiter ces sujets-là, en fait. C'est-à-dire que même quand ils sont pas confort, ben, on va les adresser, et on va avancer et même quand ils sont pas dans le périmètre data, on peut être quand même force de proposition, accompagner, enfin, c'est un truc, voilà, c'est bon, mais ça peut le prérequis aussi, c'est bien que l'organisation comprenne c'est quoi un périmètre data. Mhm. Encore une fois, j'y reviens là-dessus parce que pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que si une organisation considère que le périmètre data, c'est une data plateforme, 3 flux et 2 rapports, on va pas s'en sortir. C'est un ça Mhm. va un peu plus loin que ça, et donc bon, il faut aussi c'est un tips que je donne aussi à ceux qui prennent un rôle de CDO aujourd'hui, c'est de bien définir le terrain de jeu dès qu'ils prennent leur poste. C'est-à-dire qu'ils s'enferment pas dans un prisme technique, faute de Mhm. quoi ils vont avoir des difficultés à monter le niveau organisationnel après, pour faire ce qu'ils ont à faire. Ça va être difficile. Et ça va freiner en fait leurs projets, ça va freiner leurs initiatives, ça va freiner tout un tas de trucs. Donc ça, il faut absolument le faire dès le début. Bref, mais en fait, pour moi, c'est c'est moins, comment dire, chercher à accélérer en permanence, mais plutôt à aligner. Il faut Ça, c'est essayer chouette. Ça, il d'aligner. faut garder en tête, je pense, hein. Ouais, il Moi, je faut essayer cherchais à accélérer, d'aligner. mais à aligner. Mm. Ouais, parce qu'en fait, si tu vas vite dans le mur, tu vas dans le mur. C'est pas faux. Tu peux aller dans le mur à 130 km/h sans problème, hein. Maintenant, si par contre tu es sur la bonne route et qu'il y a pas de mur, tu peux rouler à la vitesse que tu veux. Ouais. Donc il faut y aller enfin comment dire? Ouais, faut arrêter de la course à l'échalote de on accélère, on accélère, on accélère rien du tout. C'est-à-dire, il faut déjà aligner les choses, savoir dans quelle direction on va et c'est pour ça que je parlais d'un actif structurant, d'une colonne vertébrale, du framework. Enfin, on revient toujours à la logique tu vois un peu la colonne vertébrale Mm, logique mm, c'est ça qu'il faut faire. Donc, hem et la data, elle doit aider à ça. mm, mm. Elle doit pas être, enfin, comment dire? Disrupteur dans tous les sens et tout. Enfin, c'est bien d'innover, hein, mais l'innovation, c'est une des composantes d'un data office. C'est pas 100 de son Ouais. activité. Tout comme la data platform, c'est une des composantes d'un data office, c'est pas 100 de son activité. Tout comme la gouvernance et cetera. Donc l'ensemble crée une cohérence. Si tu as tout ou partie et c'est un peu l'idée du framework aussi de base, c'est-à-dire que,
Si tu fais, tu une super data plateforme, tu as posé une super stratégie, tu as une super data plateforme, tu fais de la data vis, mais tu pas de gouvernance, c'est C'est mort. mort. Si tu fais de l'IA avec une super data plateforme, mais tu pas de gouvernance et tu pas traité, par exemple, la qualité de la donnée, c'est mort. Ouais, Si tu fais, de la gouvernance sans avoir posé une stratégie data, c'est mort. Donc en ouais. gros, pour moi, les 5 éléments du framework, ils sont Interdépendant. interdépendants et nécessaires à différents niveaux de mise en œuvre d'un projet data dans une boîte, mais en fait, ils sont utiles les uns avec les autres. Et Super. ça crée une cohérence, en fait. Et si tu en oublies un, tu vas forcément avoir des problèmes. Donc moi, quand je fais des diagnostics, c'est pareil, hein, sur le framework, en fait, sur le site, quand tu vas dans stratégie, comment faire un audit de maturité, donc je donne une petite méthodologie. Tu peux le faire toi-même, ça coûte rien, mais en gros, tu vas très vite voir ton niveau de maturité, et il faut être honnête avec soi-même. Et en fait, comment est-ce que tu fais pour corriger ce niveau de maturité? Ben, en fait, c'est pas en mettant en place une plateforme technologique du Mm, futur que tu vas faire monter le niveau de maturité de quelqu'un qui travaille à la comptabilité sur Excel, quoi. mm, mm, mm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Très, Voilà. très bien. Pas chercher à accélérer, chercher à aligner. Je garde cette phrase. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, dans le chat. On arrive tout doucement à la fin, donc ça peut tout à fait être le moment. Il y a Fabien qui disait, ouais, la data, elle permet de soulever le tapis, de voir la poussière qui a pu s'accumuler. Je crois que vous faites tous des découvertes, c'est clair, qui sont Ouais. importantes. Et comme tu le disais, il faut avoir la lucidité d'oser le regarder en face. Et comme on le voit aussi dans certaines organisations, c'est dur pour elle de l'entendre. Donc, il y a aussi, il faut aussi prendre en compte cette maturité dans la capacité à entendre ou pas. Et des fois, il vaut mieux pas sortir toute la poussière d'un coup. Enfin, y aller aussi de manière Ouais. stratégique et de ce côté-là. Donc, c'est vrai en fait, c'est beaucoup de soft skills qui sont nécessaires à tout ça, hein. Là, je pense qu'on vient de parler pendant une heure que de soft skills et pas de hard skills technologiques, en fait, hein. Donc, c'est ça aussi qui est complexe. Après, je peux t'en parler aussi, mais c'était pas l'objet de notre échange. On est d'accord. Non, il faut aussi avoir bien sûr des compétences techniques et pas se laisser guider par le bout du nez, par des techniciens Par la qui mode. vont Ouais, voilà, donc Ouais. ça en fait, surtout pas. Il faut savoir être en capacité d'être arbitre sur des sujets technologiques, bien entendu aussi, mais Pas encore une oublier. fois, c'est pas l'alpha, l'oméga du truc, c'est nécessaire. Mais c'est pour ça que le rôle de CDO est complexe, en fait. C'est-à-dire que il y a une notion organisationnelle, politique qui est forte, il y a une notion technique qui est forte, il y a une notion innovation qui est forte, il y a une notion vulgarisation qui est hyper forte. Enfin, ça demande vraiment une prise de hauteur Mm, mm, mm. qui est hyper importante, une expérience, un recul aussi. Et voilà, donc, enfin, c'est pour ça que moi j'ai voulu me dire ce que moi je sais, tu vois, ben, c'est bien, mais en fait, plus tu partages le savoir, plus il y en a en général. Donc c'est un truc génial. C'est comme la data, hein. Donc C'est comme la data. c'est ouais, et donc ben c'est pour ça que j'ai mis en place et que j'ai partagé le framework et je me suis pas dit ah, tiens on va essayer de gratter des abonnés avec des emails si vous voulez accéder aux ressources machin. Non, moi je m'en moque en fait. Moi c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est que Profitez-en. vos sujets data ils marchent en fait. Ouais. C'est tout bête, c'est qu'ils fonctionnent, c'est que vous arrivez à trouver les réponses à vos questions, enfin, c'est ça le truc en fait. Donc il n'y a pas enfin, encore une fois, pour moi c'est un side project, j'expliquais le truc depuis le début, c'est pas ça qui me fait vivre, hein. Donc moi C'est ton petit bonus, mais je me ouais, suis dit que c'était riche de pouvoir le partager à la communauté qui suit également Datalogie. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Si vous avez encore les dernières questions, c'est maintenant que ça se joue. Qu'est-ce que je retiens, moi, de cet échange? Moi, j'aime beaucoup moins chercher à accélérer, plus chercher à aligner. Parce que mmh, je pense que la première chose qu'on dit, qui est un peu, enfin, une attente qu'il y a vis-à-vis du Chief Data Officer, c'est l'accélération. Donc, je pense que c'est pas mal voilà, de remettre les choses dans l'ordre. Et puis, je prenais aussi un petit peu de hauteur par rapport à ce que tu partageais. Je me disais que finalement, la question, c'est peut-être pas est-ce que la solution est prête, mais est-ce que l'organisation est prête à l'adopter aussi? Il y a aussi ce côté-là. ouais, Ce côté absolument. contexte, ouais, dont tu Alors parlais. ça, Hmm. je me permets de t'interrompre là-dessus, c'est totalement vrai en fait,
Des fois, tu peux avoir le bon mode d'emploi, en gros, pour déployer une stratégie data, pour faire, enfin, respecter tout ce qu'on vient de se dire pendant 1 heure, là, et se dire, OK, j'ai compris comment il faut le mettre en œuvre. Tu arrives dans l'organisation, elle n'est pas prête pour, il faut Mmh. l'accepter. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir des organisations qui sont sur d'autres problématiques, qui ont d'autres sujets à traiter, donc il faut trouver le bon créneau de temporalité pour adresser le sujet et que ça devienne un sujet, cœur, Et en ouais. fait. Et des fois, Donc tu ne seras pas le Chief Data Officer qui aura lancé cette étape-là, parce que des fois, elle a besoin de passer par deux crans et du fait par deux têtes différentes aussi, ce que j'ai pu remarquer. Parce que voilà, et on a vu hein, le turnover des Chief Data Officers, c'est 18 mois en moyenne donc vraiment, ça tourne très très vite. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, une personne ne peut faire avancer l'organisation que de ce cran-là, pas du deuxième. Ça marchera pas. Et il faut qu'il y ait une nouvelle tête qui passe pour passer le cran d'après. Des fois, l'organisation, voilà, il faut un peu suivre son tempo aussi. En tout cas, ben, écoute, mille merci, hein, c'était vraiment, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, absolument passionnant. C'était très lucide, très terrain et je suis sûre très utile pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas si vous voulez regarder le replay de cette masterclass, vous la retrouverez, vous allez recevoir un petit lien et puis vous la retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube. Merci encore Jérôme. On part tout de suite faire un tour sur ton site internet, sur ton data framework, ouais, bah, écoute, je remets le lien, dans la dans le chat. discussion. Allez. Tac, je l'ai là. Voilà. Donc, data-framework.app. Et si vous avez envie de Heu, contacter Jérôme sur LinkedIn, n'hésitez pas. Comme vous l'avez vu, il est partageur. avec grand plaisir. Merci encore pour ton invitation, c'était hyper sympa et Avec plaisir. heu et heu et merci, merci. À bientôt tous. Très belle semaine à tous. On espère que vous l'avez bien commencé avec nous. Prenez soin de Merci. vous. Bye bye.